Bonjour à tous, bonjour au Pas-de-Calais qui vient de nous rejoindre aussi. On est décidément à l'échelle nationale. Donc on va démarrer. Je pense que peut-être que certaines personnes nous rejoindront ensuite, mais on va commencer. Bienvenue sur le web séminaire dédié aux stations classées et communes touristiques que je vais co-animer avec David Coste du cabinet Mission Tourisme qui accompagne de nombreuses stations dans leur dossier de classement et auquel donc on a fait appel pour son expertise sur ce dossier de classement. Donc le web séminaire dure 1 heure. On va faire une présentation où vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre de temps en temps et à la fin de chaque partie. Et à la fin de ce web séminaire, on fera une partie questions-réponses. Il sera disponible ensuite sur le site de la MOPA et sur notre chaîne YouTube. Donc assez rapidement, on vous enverra le lien avec toutes les ressources. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. David, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, pour moi c'est bon. Donc bonjour à tous. David Coste, je suis le gérant du bureau d'études Mission Tourisme. Et comme Charlotte l'indiquait, j'ai le plaisir d'accompagner différents territoires depuis maintenant quelques années. Donc on va démarrer. Donc un web séminaire en 3 temps. Donc on reviendra très très rapidement sur l'historique des stations classées et communes touristiques et le cadre législatif et réglementaire. Un petit point sur la loi NOTRe et son impact, mais très rapide puisqu'on a déjà fait beaucoup de rencontres. Il y a eu un web séminaire à ce sujet en mai et il y a pas mal de ressources aussi sur le site de la MOPA. Je pense que tout le monde suit les actualités, donc on ira assez rapidement. Et on fera vraiment un gros temps sur le dossier de classement au service du projet, où David nous détaillera toutes les étapes du classement, la formalisation du dossier, la manière de s'y prendre, les trucs et astuces, et puis les bonnes pratiques que lui a pu relever dans les différents territoires accompagnés. Si c'est au niveau du son, n'hésitez pas à nous dire si tout va bien, si vous entendez bien, si c'est pas assez fort ou trop fort via le module de conversation. Donc, on va démarrer sur les stations classées et communes touristiques. Donc, un petit rappel du cadre législatif et réglementaire, donc encadré par le Code du tourisme et le Code des collectivités territoriales. Donc, on va revenir sur les stations classées et les communes touristiques, avec vraiment un gros focus sur les stations classées, puisque le dossier de classement en commune touristique est relativement plus simple, moins contraignant et pour une durée moindre. Donc un petit rappel de ce cadre législatif et réglementaire. Donc une réforme en 2006 qui a vraiment consacré pour la première fois la notion de commune touristique et a réformé les stations classées de tourisme. On est passé de 6 catégories à une seule, donc qui est station classée de tourisme. Depuis cette réforme de 2006, plusieurs décrets, arrêtés, circulaires, lois ont abondé et modifié cette loi initiale de 2006. Donc en 2008, il y a eu le décret relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, donc avec les critères et les conditions d'application. Un arrêté qui fixe la composition du dossier de classement et précise quelques points. Une circulaire qui est sortie en 2009 destinée aux préfets pour expliquer cette réforme et la manière dont les dossiers doivent être instruits. Ensuite, donc un arrêté qui a modifié l'arrêté de septembre 2008. Et enfin, la loi de finances pour 2014 qui a reporté la date limite pour être classé selon les nouvelles normes au 1er janvier 2018. Donc le 1er janvier 2018 est désormais une échéance pour toutes les stations classées, indépendamment de leur date de premier classement. Voilà, sachant que le dernier décret de 2015 a simplifié la procédure de classement et notamment avec une procédure décentralisée et une meilleure articulation entre les préfets de région
les préfets de département et le ministère chargé de, de valider cette procédure. Un petit temps sur les stations classées intercommunales, puisqu'il y a eu quelques mouvements assez récemment. Donc, il est possible pour un EPCI de demander le classement en station pour une ou plusieurs des communes membres, mais c'est toujours chaque commune doit répondre à chaque critère. David, vous me complétez si besoin. Bon, simplement, c'était un petit peu dans la pratique que nous avons eu le plaisir d'accompagner une agglomération et en fait sur lequel on avait donc chaque commune bien entendu a déposé son propre dossier, mais pour autant en fait l'agglomération a elle constitué un tronc commun, c'est un dossier qui était commun aux quatre stations pour pouvoir en fait démontrer qu'il y avait une cohésion et une cohérence en fait sur le territoire. Et pour cela aussi, on avait créé un comité de pilotage avec l'ensemble à la fois des DGS mais également des élus et des techniciens qui pouvaient donc travailler en fait sur la constitution du dossier. Et c'était important vis-à-vis de la préfecture de sentir en fait qu'il y avait un dépôt, on va dire global sur le territoire, même si c'était des candidatures isolées. D'accord. Et donc le débat a été relancé récemment par la sénatrice Brigitte Bourguignon sur le fait que l'échelle intercommunale étant celle de la compétence tourisme à partir de 2017, il serait intéressant de pouvoir avoir vraiment une vision globale d'un EPCI avec la dénomination de station classée. Donc affaire à suivre, on n'a pas eu de nouvelles depuis, mais la DGE a indiqué qu'effectivement la question devrait être prise en compte et dans le cadre d'une nouvelle révision du classement des communes et stations. On va enchaîner directement sur la loi NOTRe et son impact, justement. Donc, un petit rappel de l'article 68 de la loi NOTRe qui indique qu'un EPCI peut maintenir des offices de tourisme distincts de stations classées. Néanmoins, on rappelle toujours que c'est l'EPCI qui doit délibérer pour maintenir cet office de tourisme distinct, donc ce n'est pas la commune qui décide, et avant la date du 30 septembre 2016. Voilà, donc rappelez bien dans cet article 68 aussi qu'il est précisé que même s'il y a conservation d'un office de tourisme distinct de stations classées, la gouvernance et le financement seront communautaires. Ce sera un office de tourisme communautaire. Et donc une méthodologie de mutualisation des moyens doit obligatoirement être mise en place. Je vois que Boilem nous pose une question. Existe-t-il un registre national public des communes touristiques et des stations classées avec mention de la date d'arrêté? David, est-ce que vous avez connaissance sur le site de la DGE? Il y a une liste des stations classées, mais alors je ne suis pas sûre qu'il y ait la date de classement. Alors de mémoire aussi, je crois qu'on peut télécharger un fichier Excel, je l'avais fait, et sur lequel il y a les dates en fait de renouvellement et la thématique qui était la sienne à l'époque en fait, si c'était station balnéaire ou thermale ou autre. Donc normalement c'est téléchargeable. D'accord. Après, je sais que certains territoires parfois aussi sollicitent aussi soit la NET ou l'Association des maires de France pour parfois ressortir des dossiers anciens que certaines communes ont peut-être perdus entre-temps. Après, nous, on a recueilli aussi cette base de données sur la région Nouvelle-Aquitaine désormais. Donc, vous pouvez aussi nous poser la question pour savoir éventuellement vers qui se tourner pour échanger des bonnes pratiques. Sachant que le site de la DGE, justement, dédié aux communes touristiques et stations classées, était en actualisation assez récemment. Donc, j'imagine qu'ils vont réactualiser cette base de données assez rapidement. Voilà. On nous dit que le document date de 2012, c'est ça, c'est en cours de réactualisation. Donc deux échéances pour ces stations classées. D'une part, le 1er janvier 2017 avec le transfert de la compétence promotion du tourisme aux EPCI, donc avec l'échéance du 1er octobre pour délibérer sur la conservation ou non d'un office de tourisme distinct de station.
et l'échéance du 1er janvier 2018, donc la date limite pour être reclassé selon les normes de la réforme de 2006. À préciser que les stations qui ont été classées après 2006, mais qui ne sont pas en conformité, étant donné qu'il y a eu des nouvelles, des modifications avec les arrêtés, etc. après 2006. Donc, par exemple, les offices de tourisme qui ne sont pas catégorie 1, la catégorie 1 est désormais obligatoire. Ces stations-là ne perdent pas leur classement au 1er janvier 2018, puisqu'il n'existe pas de procédure de déclassement de stations. En revanche, elles sont fortement encouragées à se mettre en conformité avec les nouvelles normes et elles seront obligées de le faire à l'issue de leurs 12 ans de classement. Donc au vu de ces deux échéances, étant donné que la procédure d'instruction est d'une année, le dépôt de dossier avant le 31 décembre 2016, pardon, j'ai fait une faute de frappe, avant le 31 décembre 2016 est obligatoire, puisqu'ensuite le préfet de département a 2 mois pour signifier aux communes que leur dossier est complet. Il le transmet ensuite au préfet de région qui a 8 mois pour le transmettre au ministère du Tourisme et au total, ce délai est de 1 année. Donc, pour être reclassé au 1er janvier 2018, il est nécessaire de déposer son dossier avant le 31 décembre 2016. Voilà, désolé pour la faute de frappe. Donc, un petit focus sur les offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, vous avez le nombre global d'offices de tourisme sur cette grande région. Et à droite, une projection en 2017. Donc alors cette carte, le premier chiffre que vous avez, c'est le nombre d'offices projetés pour 2017 au vu de la compétence tourisme intercommunale et au vu des regroupements de PCI avec les schémas départementaux de coopération intercommunale. Donc c'est une projection de ce qui pourrait se passer. Bien évidemment, c'est à minima puisqu'il peut y avoir des regroupements encore à plus large échelle que l'échelle administrative. Et le deuxième chiffre, où vous avez un petit logo de station classée à côté, c'est le chiffre d'office de tourisme si tous les offices de station classée restent distincts. Donc on a un ratio qui s'étendrait de 132 à 172 offices de tourisme, sachant qu'actuellement, en 2016, on en a, au début de l'année 2016, on en avait 278. Donc une diminution de presque de moitié du nombre d'offices de tourisme sur cette grande région Nouvelle-Aquitaine. Donc un petit focus avec la carte justement des stations classées. 66 stations classées au total sur cette grande région, dont 25 sont déjà regroupées au sein d'un office communautaire ou intercommunautaire. Donc par exemple, vous avez l'île de Ré et l'île d'Oléron qui disposent chacune de respectivement 6 ou 7 et 3 stations classées qui sont déjà regroupées. Le territoire de Rochefort-Océan qui est station aussi. On a Sarlat, on a Lacano, on a Mimizan, etc. Et donc il reste encore plusieurs territoires avec notamment beaucoup de stations classées. C'est le cas sur le Royanais, c'est le cas sur le bassin d'Arcachon, sur la communauté de communes Marraine Adour Côte Sud, et puis sur le Pays Basque où on se retrouve avec 7 stations classées au sein d'un seul EPCI. Voilà, pour avoir une petite vision. Alors, sur ces 41 offices qui restent à échelle communale, donc juste un petit point d'alerte. Donc, certains sont bien en conformité avec les nouvelles règles, c'est-à-dire qu'ils répondent à tous les critères et qu'ils ont un office de tourisme de catégorie 1. Il en reste cependant qui doivent se mettre en conformité donc avec l'office de catégorie 1 et des stations qui ne sont pas encore avec un office classé ni même marqué qualité tourisme, qui doivent donc là avoir une procédure accélérée pour avoir à la fois la marque, ensuite la catégorie 1 et pouvoir déposer leur dossier de classement avant le 31 décembre. Donc là, on se retrouve avec une échéance assez rapide et je pense que David va nous donner ensuite des astuces pour réussir au mieux ce challenge. Voilà, donc Boilem nous a partagé
le site de l'adresse de la DGE pour trouver les ressources et à la fin du PowerPoint, on aura toutes les ressources accessibles ainsi que les contacts privilégiés. Voilà, je vais laisser la parole à David pour détailler le dossier de classement qui doit être au service du projet et pas considéré uniquement comme un dossier administratif institutionnel qui doit servir vraiment de base pour l'animation de cette démarche. Juste avant, un petit point, s'il y a d'autres questions sur la loi NOTRe et cette petite partie introductive. S'il n'y en a pas, on va enchaîner directement. Ok, donc on reviendra ensuite sur les questions-réponses sur cette partie-là et je laisse la parole à David. Très bien, merci Charlotte. Donc, effectivement, un petit peu l'ambition de cette présentation, c'était de se dire qu'on avait peut-être tout intérêt, en fait, en préparant ces dossiers de communes et stations classées de tourisme, d'avoir une ambition aussi au-delà de l'acte administratif. Donc, bien entendu, un des premiers prérequis, en fait, pour station classée, c'est cette notion de commune touristique. Donc, ça, c'est un dossier, à mon sens, qui est quand même beaucoup plus simple à construire qu'un dossier de classement. Il suffit notamment, en fait, de valoriser son offre d'animation, la capacité d'hébergement, qui est un tableau différent en fait du tableau de la station classée, et également donc qu'il était possible, comme l'évoquait Charlotte tout à l'heure, en fait d'avoir soit la commune elle-même qui dépose son dossier de commune touristique, mais également il est possible de le faire à l'échelle de l'EPCI. Nous l'avons fait nous pour une agglomération par exemple. Mais il faut qu'au préalable, elle ait vraiment la compétence tourisme et notamment avoir institué la notion de collecte de la taxe de séjour. Après, de la même manière, en fait, il y a un dossier assez formalisé, avec d'une part une délibération de la commune ou de l'intercommunalité qui doit être prise en amont, et également donc un dossier normé qui est téléchargeable en fait sur le site de la DGE, ou je pense aussi peut-être sur le site de l'AMOPA. Et donc il suffit simplement de le compléter et de compléter également avec du rédactionnel qui va permettre en fait de justifier tous les éléments qui ont été mis en œuvre pour pouvoir présenter ce dossier. Et il y a également en fait des pièces annexes souvent qui sont à mettre en parallèle, notamment des programmes d'animation, des présentations des équipements culturels ou sportifs par exemple. À savoir en fait qu'une fois déposé, en fait le préfet a 2 mois pour se positionner et qu'en général s'il y a un silence, s'il n'y a pas de délibération, en fait normalement c'est un rejet. Donc toute l'importance justement de s'associer en amont en fait à ce travail et d'associer donc la directe, la préfecture pour avoir aussi des échos de manière assez régulière. Et enfin, c'est un dossier qui, lui, est valable uniquement pour 5 ans, alors qu'on le verra tout à l'heure, et donc c'est plutôt sur 12 ans donc pour la station classée de tourisme. Donc, le cœur du sujet maintenant, donc c'est la station classée. Donc ça, je vais peut-être le passer assez rapidement, mais ce sont des éléments justement qui en fait posent un petit peu le contexte. Cette notion en fait de rénover le classement, qui avant était classé sur différentes appellations. Là aujourd'hui, en fait, les appellations sont complètement donc effacées et on repart donc sur 4 thématiques que nous verrons tout à l'heure. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des avantages spécifiques, notamment pour la commune, pour les élus, et notamment à travers donc des notions de surclassement, de majorité d'indemnité des élus, mais aussi de perception de différentes taxes complémentaires. Donc en fait, vous avez tout intérêt à essayer de mettre en place ce dossier ou en tout cas à le renouveler. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur de la machine. Là, c'était plutôt des éléments administratifs, mais notamment effectivement cette obligation d'être désormais catégorie 1, bien que sur le dossier en fait type, il est encore mentionné catégorie 2. À l'origine, en fait, c'était possible. Aujourd'hui, le prérequis, c'est bien de déposer la catégorie 1. Et bien entendu, d'être également donc une commune touristique. Sur les thématiques, aujourd'hui, il y a 4 choix et il faut en minima en prendre 2. Donc sport, culture, avec patrimoine, soit gastronomie ou santé, bien-être. L'idéal, c'est d'en positionner 2, mais j'ai certaines communes qui ont réussi à se positionner sur 3 ou voire sur 4. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir aussi à l'échelle d'un micro-territoire en fait des enjeux ou des complémentarités à jouer avec en fait les stations voisines. Il y avait anciennement en fait la possibilité de définir un périmètre géographique. La totalité de la commune n'était pas forcément en fait classée. Donc il convient malgré tout, si vous étiez dans une configuration où il y avait en fait par exemple
une zone industrielle qui n'était pas classée, de bien définir en fait en introduction dans le dossier le fait que vous déposez la candidature cette fois-ci sur la totalité du périmètre par exemple. Donc c'est intéressant donc de redéfinir cet élément avec des éléments cartographiques par exemple. Point aussi qui est un critère essentiel, c'est cette notion en fait d'hébergement. Il faut avoir 70% d'unités classées, marquées ou labellisées, donc en totalité d'hébergement, c'est-à-dire pour les hôtels, résidences de tourisme ou autres, alors que pour les hôtels, il faut avoir 40% de chambres, soit classées, marquées ou labellisées. Donc ça déjà c'est une évolution parce qu'au tout départ c'était uniquement des équipements classés au sens de la loi Novelli. Et en fait, il y a eu quand même quelques stations qui ont bloqué sur ces critères-là et qui bloquent d'ailleurs encore aujourd'hui. Et du coup, l'État a quand même un petit peu étendu on va dire l'assiette en intégrant des hébergements marqués ou labellisés. J'ai mis à côté une petite montre parce que ce point-là, qui est un critère essentiel, quasiment pour moi un prérequis, peut parfois poser souci parce que certaines communes, lorsqu'elles vont faire l'état des lieux, vont s'apercevoir qu'en fait, elles n'ont pas tout de suite atteint ce pourcentage. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois de délai pour un établissement hôtelier pour notamment se classer. Donc d'où l'importance en fait de vérifier ce critère très rapidement en fait dès que vous ouvrez en fait l'idée de ce projet. Alors, par rapport à la question qui m'est posée, je peux y répondre en même temps. Par rapport à la périphérie, le périmètre géographique, normalement, non. Chaque commune est indépendante. J'ai même eu le cas, si vous voulez, où il y avait sur la commune un port qui était géré par la commune d'en face, même si en fait le port était sur la commune candidate. Donc dans ce cas de figure-là, en fait, on n'a pas valorisé le port qui était sur la commune qui demandait son classement, parce qu'en fait, c'était l'autre commune qui le gérait qui a pu, elle, le valoriser sur son dossier de classement. Donc en fait, non, c'est uniquement sa propre commune. Après, rien n'empêche, par contre, de le valoriser dans le document pour démontrer quand même qu'il y a quelques éléments de contexte et de voisinage qui sont intéressants à valoriser. Notamment, je pense à des stations thermales de proximité qui vont avoir un impact, par exemple, sur la fréquentation et sur les typologies de clientèle qui vont fréquenter, par exemple, votre station. Un petit peu de formalisme, là encore, en fait, il faut délibérer en conseil municipal, comme quoi, d'une part, ben, le maire et le conseil souhaitent se positionner en station classée, et également certifier le fait qu'il n'y ait pas eu de problématiques d'hygiène et de sécurité au cours des 3 dernières années, donc sur votre territoire. Donc là, ça vaut le coup, en fait, de questionner l'ARS en amont si vous aviez un doute, mais en tout cas, également de faire un rétro-planning pour savoir à quel moment en fait vous allez pouvoir faire la délibération, à savoir que la délibération peut intégrer en fait les deux éléments. Une seule et même délibération peut prendre le fait que le maire veuille déposer, mais aussi le fait de certifier en fait l'absence d'infraction. À savoir que la préfecture va, elle, ensuite questionner l'ensemble des services de l'administration, l'ARS et autres, pour savoir si ce que vous avez délibéré est juste. Donc il y a plutôt intérêt à être attentif. À savoir que sur une commune, par exemple, on avait eu une infraction dans les 3 dernières années, mais pour autant, on avait justifié que ce n'était pas lié directement à la commune et que depuis, le problème avait été traité. Donc ça, c'est aussi un point important. Dans le formalisme également. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a un service dédié spécifiquement au sein de l'ARS? Est-ce que c'est toujours le même interlocuteur? Oui, alors souvent, nous, ce qu'on préconise, c'est que la commune est en général en relation déjà avec l'ARS, il y a toujours un service. Alors, c'est pas forcément d'alerter les foules, d'envoyer des mails et des coups de téléphone à tout le monde. C'est si déjà vous doutez s'il y a la moindre problématique, c'est de questionner le service qui, à l'époque, avait traité votre problème et qui pourra, en fait, éventuellement être questionné. Mais après, en général, la demande se fait auprès du directeur des services de l'ARS, en fait. D'accord. Le formalisme, en fait, c'est d'essayer de synthétiser en 15 pages, donc 15 pages recto verso, hein, donc ça fait une trentaine de pages malgré tout,
la note de synthèse. Et croyez bien que sur certaines communes, il y a soit c'est très difficile de condenser parce que c'est vrai que la commune est riche, d'autres c'est plus ou moins facile en fonction de la richesse du territoire. Mais en tout cas, l'objectif c'est d'arriver malgré tout à faire en sorte que le dossier ne soit pas indigeste et qu'en gros une trentaine de pages donc simples ou 15 recto verso soit en fait valorise en fait le territoire. Rien n'empêche, et en tout cas c'est même préconisé et même obligatoire, d'annexer toute une série de pièces en fait justificatives complémentaires. Ça va être des éléments cartographiques ou autres, on le verra tout à l'heure, qui vont pouvoir, si vous êtes frustré d'avoir essayé de tout écrire en une quinzaine de pages, ben justement de pouvoir enrichir votre document. Il y a aussi à joindre une demande, c'est un formulaire type avec marqué oui ou non la page de référence et surtout qui est signé aussi par le maire à l'issue de ce document. Donc ça, c'est vraiment le caractère assez formel, à savoir qu'en fait, aujourd'hui, il faut le déposer avec une version papier, donc à la fois ce formulaire et la note de synthèse, parce que d'une part, ça permet de le faire signer par le maire, mais également, ça permet aussi, si vous voulez, de joindre un document facile à lire, que la personne n'a pas forcément besoin d'imprimer, et voire même parfois, on peut y joindre quelques documents type le guide d'accueil de l'office de tourisme, enfin quelques éléments assez succincts qui vont un petit peu valoriser votre destination. Après, ces mêmes éléments, plus les pièces annexes, l'idée c'est également de les mettre sur une clé USB. À l'origine, pour ma part, je faisais en fait un disque, enfin un CD-ROM, parce qu'en fait, on pouvait le mettre aux couleurs en fait de la commune. Mais en fait, il s'avère que différents services n'ont pas forcément, au niveau de la directe de la préfecture, de lecteur CD, alors que la clé USB c'est plus simple et en général c'est plus fréquent sur les ordinateurs. Donc du coup, tout l'intérêt de le faire maintenant sur une clé USB qu'on peut joindre donc au document papier. Euh, je reviendrai peut-être sur la question tout à l'heure, je vais peut-être enchaîner sur la suite du diaporama, je vois qu'une question s'est affichée. Donc le dossier de classement, bah, en fait, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on vient d'évoquer, mais en gros, c'est 12 mois de délai d'instruction, donc d'où l'intérêt de le faire au plus tôt. C'est en gros avant fin 2017 pour que fin 2018, tout soit réalisé. De savoir également qu'aujourd'hui, la directe donc, traite avec la préfecture le dossier et qu'il y a quand même une remontée en fait au service de l'État pour pouvoir donc déclencher le véritable décret de classement. Mais en gros, c'est vrai que c'est donc la préfecture normalement de département qui valide la complétude du dossier et ensuite donc la préfecture de région qui a les 8 mois pour pouvoir donc instruire le dossier. Et pendant ce temps-là, en plus, il peut y avoir des navettes. On peut vous questionner sur des pièces complémentaires. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que votre dossier soit réputé complet au plus tôt et de mettre toutes les chances de votre côté. Mais pour autant, il peut y avoir en fait des demandes complémentaires, voire même une visite des services de la préfecture ou de la directe pendant le délai d'instruction pour vérifier en fait que les éléments qui ont été abondés soient concrètement mis en place sur le territoire. Donc charge à vous de ne pas trop vous engager sur de l'hypothétique et dans l'avenir, c'est de faire en sorte qu'au moment du dépôt, globalement, vous soyez vraiment dans les clous de tout ce que vous pouvez donc afficher. Toujours pour l'architecture du dossier, en fait, la manière dont nous on travaille, c'est que bien sûr, il y a les 15 pages, mais on fait quand même en introduction, donc on rajoute quelques pages, ce qu'on appelle donc une introduction ou notamment des éléments de différenciation. On décrit un petit peu, enfin, des termes un petit peu à la mode, mais l'ADN, l'attractivité du territoire, quasiment du marketing territorial, parce qu'en fait, cet élément va vous différencier de d'autres territoires parce qu'en fait, le dossier des 10 chapitres et des 45 critères sont plutôt des éléments, je dirais, techniques, en fait, dans lesquels on ne peut pas forcément traduire la richesse de votre territoire sur cette notion d'attractivité. Donc, charge à vous d'arriver justement en 2-3 pages maximum, d'essayer vraiment de valoriser votre territoire et voire même quelque part, l'avantage de faire cette introduction va aussi aider l'instructeur parce que lui-même va devoir faire en fait une note de synthèse pour l'adresser à l'État. Et donc, du coup, grâce à ça, il pourra puiser directement en fait dans vos écrits pour lui faciliter la tâche et vous êtes sûr quasiment de faire remonter les bonnes informations. J'ai écrit volontairement cette notion de présenter sous une forme d'excellence le dossier parce qu'en fait, quand vous allez lire tous les dossiers qui présentent
la méthodologie, en fait, il faut traduire dans ce dossier de classement que votre territoire est un territoire d'excellence. Donc, du coup, je me dirais que quelque part que la première manière de nous montrer que vous êtes un territoire d'excellence, ben, c'est la manière dont vous allez présenter votre dossier, la manière dont vous allez le rédiger et l'enrichir de pièces annexes. Donc ça, c'est un point important. Mais également, donc, de garder encore une page ou deux sur la conclusion, qui va aussi permettre, en fait, d'évoquer votre stratégie et les enjeux, je dirais, à court et moyen terme. L'idée, c'est de ne pas se projeter à 20 ans. Ce que demandent en général les préfectures, la directe et l'État, c'est qu'en gros, dans les conclusions, c'est de montrer, en fait, d'écrire des dossiers qui sont déjà dans les tuyaux et qui, en gros, sont déjà soit déjà votés, donc il y a déjà des subventions ou sur lesquelles vous aurez déjà une certitude que là, dans les 2 ou 3 ans à venir, ou allez, les 5 ans, en fait, ça va être formalisé, créé, et que vous allez déjà pouvoir le valoriser par un dossier technique, voire même une délibération, ou voire même en fait des subventions qui vont pouvoir enrichir ce document. Et pour finir sur cette note de synthèse, c'est que très souvent on a la tendance à l'enrichir de délibérations, d'outils techniques très précis, même s'il ne faut pas faire forcément, on va dire, rêver et faire un document commercial, mais pour autant, je pense que l'instructeur qui ne connaît pas forcément le dossier, bien que maintenant ça va être instruit à l'échelle locale, mais quand ça remonte à l'État, en tout cas, ne pas hésiter à faire un petit peu aussi rêver et à illustrer le territoire par des documents avec des images, avec des cartographies, avec des supports qui vont vraiment venir en fait voilà, faciliter l'instruction et compléter en fait les documents techniques tels que des délibérations qui sont là vraiment plutôt des documents, on va dire, très techniques, pas forcément très digestes à lire, alors qu'une illustration, des photos vont rapidement aussi pouvoir donc faire comprendre la richesse et le territoire. Notamment, je pense, quand il va y avoir des éléments cartographiques sur la présence d'équipements culturels ou sportifs, bah, de créer une cartographie et puis d'y mettre des petites vignettes avec notamment bah, les infrastructures avec leurs photos. C'est toujours intéressant. Et puis la demande, en fait, qui se matérialise par une demande signée par le maire. Donc ça, c'est vraiment le document technique. Et puis après, il y a les éléments de preuve. Alors c'est vrai que je suis un peu excessif quand je marque les éléments de preuve. C'est que moi, je m'inspire très souvent un petit peu de la démarche ISO qui fait un document, un élément de preuve en face. Donc ça, c'est vrai que je mets un petit personnage avec la tête un petit peu malheureuse, parce que mine de rien, c'est un gros travail qui va nécessiter vraiment une implication de différents services de manière transversale sur votre commune, voire même à l'échelon, on va dire, de l'agglomération, ou voire même à l'échelle du département ou autre, en fonction en fait des thématiques mobilisées. Donc ça, c'est un travail un peu dur qui mobilise du temps et des équipes. Et parfois, vous allez avoir, je vais dire, une forme de résistance au changement, mais c'est que les personnes vont souvent, il va falloir les relancer. Ça va prendre du temps. Et donc ça, c'est vrai que c'est un travail un petit peu, je dirais, épuisant et surtout qui va vous nécessiter pour vous un travail de recherche parce que parfois, on revient jusqu'à N-10 pour pouvoir justifier d'actions emblématiques sur, par exemple, la valorisation du territoire. Donc voilà, donc prenez aussi du temps sur cette thématique-là, et ça c'est pour moi aussi un point important à mettre en œuvre assez rapidement. Alors peut-être je vais aussi répondre aux questions, on peut le faire aussi ensemble Charlotte, mais quel intérêt y a-t-il pour les communes qui n'envisagent pas le classement en station à renouveler leur dénomination de commune touristique? Alors, à mon sens, ça vaut quand même le coup de le faire parce que ça va aussi asseoir l'assiette, en fait, notamment sur certaines dotations. Et c'est aussi pour moi, en fait, un affichage et une affirmation, si vous voulez, que votre territoire, en plus de l'office de tourisme classé, a aussi, si vous voulez, une vocation touristique, un formalisme administratif et quelque part aussi, on va dire, un travail de proximité avec notamment la préfecture. Et quelque part aussi, quand demain vous allez solliciter d'autres dossiers autres que peut-être des dossiers touristiques auprès de la directe ou de l'État, ben en fait, vous aurez quand même aussi on va dire un document support qui va démontrer votre implication. Donc ça, à mon sens, déjà, c'est cet avantage-là de démontrer aussi l'assiette en termes de nombre d'hébergements et ventilation des hébergements sur le site. Et deuxième question, si c'est l'agglomération qui porte le dossier de classement, qui porte le dossier de classement, station de tourisme, faut-il aux délibérations
deux délibérations, une commune et une agglo? Normalement, non. Alors, il faudrait, normalement, c'est l'agglomération qui délibère, en fait, sur la commune touristique, et après, c'est chaque station qui va délibérer chacune sur sa demande, en fait, de demande de station classée, et également de délibération comme quoi elle est, en fait, aux normes au niveau des problématiques d'hygiène et de sécurité. Donc, normalement, c'est une seule délibération de la commune. Juste dans le code du tourisme, c'est bien précisé hein, que l'agglomération peut demander le classement en commune pour une ou plusieurs de ses communes membres, mais pour le dossier de classement en station de tourisme, c'est la commune qui doit faire la délibération. Le PCI n'est pas compétent en la matière, sauf pour les équipements de montagne. C'est ça, euh, sauf montagne. c'est le débat qui est visiblement relancé au niveau du Parlement, mais qui pour le moment reste en l'état. Ok. Donc, du coup, ça répond à la dernière question qui s'est affichée. Donc, boîte à outils disponible, c'est qu'il y a quelques documents types en fait téléchargeables, notamment les formulaires ou ce qui s'appelle le calcul absorption hébergement. C'est le document qui est sur la droite, qui est en fait un document en fait verrouillé avec des formules en fait réalisées par l'État, qui permet justement en fait de préciser et de calculer les taux d'hébergement, 40% pour les hôtels, 70% pour les différents types d'hébergement. Donc ça, c'est un document vraiment formel qu'il faut en fait télécharger et que vous pouvez même compléter, moi c'est ce que je fais en général, en allant télécharger sur Atout France la liste à jour des équipements donc classés qui sont présents sur le territoire. Donc ça va compléter en fait ce formulaire. Et donc la MOPA Pour aussi a la, pas mal de dossiers. pour la dernière question, David, si c'est à la commune ou à l'office de tourisme de constituer le dossier, peut-être que vous y reviendrez justement en détaillant le mode projet, mais voir comment les deux peuvent s'articuler. Évidemment, c'est une délibération de la commune, C'est ça. mais l'office, est bien évidemment, doit être intégré dans la constitution de ce dossier. Et David nous expliquera peut-être comment ça fonctionne sur certains territoires en articulation entre la commune, le PCI et l'office de tourisme. Oui, je peux le faire de suite. En fait, on a vraiment tous les cas de figure. Parfois, en fait, la commune préfère mobiliser directement une personne dédiée en interne dans les services, au niveau de la DGS, par exemple, Direction Générale des Services, ou parfois, en fait, va mobiliser directement l'Office du tourisme. Ça dépend, en fait, de la structuration, la dimension du territoire. Mais en tout cas, il faut vraiment, d'une part, que l'Office du tourisme soit associé. Parfois, j'ai même vu des territoires qui n'avaient pas forcément cette logique-là. Donc, ça paraît aussi amusant. Mais c'est vrai que les services techniques pensaient, les services généraux pensaient directement le traiter. Je pense il est aussi important, notamment quand on va faire un comité de pilotage, voire même inviter les partenaires, bien entendu, qu'il y ait l'office de tourisme associé, voire même l'élu, et qu'il y ait donc cette notion de transversale. Mais en tout cas, je pense aussi bien la commune et le service en fait généraux peuvent l'instruire, ou l'office de tourisme, c'est vraiment fonction en fait de la disponibilité, parce que souvent aussi les offices ont beaucoup de travail et de plus en plus. Ils vont parfois aussi traiter de front la catégorie 1 et la démarche qualité. Donc là, il y a, je pense, en fait, un travail à réfléchir en amont sur savoir quel est le plus légitime et le plus disponible pour pouvoir solliciter le dossier. En tout cas, au final, c'est la commune qui doit le déposer, c'est pas l'office de tourisme. Alors maintenant, effectivement, donc cette notion de mode projet, c'est qu'on trouvait intéressant avec Charlotte justement de se dire, voilà, on va au-delà, il faut avoir vraiment une démarche vertueuse, d'autant qu'on part pour 12 ans. Et donc l'idée aussi, c'est de se dire, voilà, on part sur une méthode qui va s'inscrire, on l'espère, un petit peu dans la durée. Donc l'idée vraiment, c'est de faire un comité de pilotage transversal et interne au territoire, avec les différents services qui peuvent venir en fait s'associer. Quasiment la totalité des services sont concernés, avec à la tête bien entendu l'Office du tourisme, la Direction générale des services et voire même les élus qui vont être à mon sens aussi à impliquer. Donc à la fois une vision technique et une vision politique. Mais par ailleurs aussi, de peut-être dès lors que vous allez déclencher votre dossier, c'est d'informer en fait les institutions partenaires
la préfecture, la directe, votre ADT, bien entendu la MOPA, parfois même dans un comité de pilotage étendu, les clubs des hôteliers. Moi, sur certains territoires, on a parfois eu à associer, bien sûr, le département, l'ONF, différents mêmes opérateurs qui étaient très impliqués sur le territoire, en fonction, en fait, de la caractéristique géographique ou des thématiques présentes. Mais en tout cas, je pense que c'est bon en amont d'associer toutes ces personnes parce qu'il serait, à mon sens, mal perçu à un moment donné que le dossier arrive sur le bureau de la préfecture et de la directe sans que personne n'ait été associé en amont. Alors je vais peut-être regarder les questions en même temps. On a des questions sur le calendrier, justement lié au transfert de compétences. Peut-être qu'on va laisser David dérouler, puis j'y reviendrai tout à la fin du web séminaire. Ok. Donc, quelques diapositives, mais c'est vrai qu'on a déjà un petit peu évoqué. Mais à mon sens, pour qu'un dossier fonctionne, et notamment sur des calendriers serrés, parce que ceux qui n'ont pas encore eu ce plaisir, en fait, et ce travail de réaliser, c'est vrai que les délais vont être assez courts. Du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment, en amont, qu'un élu, le maire, ou en tout cas un élu au tourisme ou autre, et le directeur général des services soient vraiment associés et donnent vraiment ce dossier prioritaire pour l'instruction, pour les réponses, parce que c'est vrai que c'est quand même un dossier chronophage. Donc, importance en fait de nommer un référent et que ce référent soit d'une part disponible et pas mal disponible, et aussi une autorité affirmée pour pouvoir en fait solliciter et faire éventuellement remonter quelques petits blocages qu'on pourrait avoir, ou en tout cas pour pouvoir dire voilà c'est important, s'il vous plaît répondez dans les meilleurs délais. Donc ça c'est vraiment un point important d'associer tout le monde en amont. Ce qui est important aussi, c'est dès le début, dès que vous allez vous pencher, si ce n'est pas fait, c'est de dire, je vais rapidement balayer les 45 critères et voir s'il y a vraiment un point faible, ou voire même un point fort auquel je n'aurais pas pensé. Tout bêtement, il y a certaines communes qui m'avaient demandé de répondre sur 2 thématiques, mais à un moment donné, je leur ai dit, c'est quand même dommage de se priver, notamment, je pense, de la gastronomie, où on a dit, ben, tiens, ajoutez la gastronomie, parce qu'à mon sens, vous avez de quoi répondre et de la matière. Et c'est quand même un élément fort. À l'inverse, notamment par exemple sur les hébergements, on s'est senti parfois un peu faible, où il y avait un territoire qui n'y avait qu'un seul bloc sanitaire, où il en fallait deux. Donc il a fallu très rapidement qu'ils construisent un bloc sanitaire. Enfin voilà, il y a vraiment besoin, si vous voulez, très rapidement de voir si certains critères vont nécessiter un investissement ou en tout cas un délai important pour pouvoir répondre. Parce que l'idéal, bien entendu, étant de déposer un dossier complet et non pas de dire ça, je vous le passerai dans 2 mois. En termes d'excellence, c'est pas très judicieux. Il est vrai qu'il faut aussi, donc, troisième point, mobiliser les parties prenantes donc, en interne, comme on l'avait dit. C'est quasiment l'ensemble des services, mais aussi, bien entendu, l'agglomération ou les comités de communes vont être mobilisés parce que bien souvent, elles gèrent aujourd'hui les déchets, le transport, la promotion, ou déjà elles ont attaqué un programme de réflexion vis-à-vis de la loi NOTRe. Donc ça vaut aussi le coup, dans le dépôt du dossier, si vous allez le faire dans les prochains mois, de faire référence justement à ce travail de réflexion que vous avez mené dans le cadre de la loi NOTRe et d'y annexer peut-être déjà des comptes rendus de réunions ou pourquoi pas, si le profil se dessine, d'en faire référence au chapitre 4, notamment au niveau des offices de tourisme, on va dire de la configuration des offices de tourisme, ou voire même dans la note d'introduction. Quel est le délai en fait dans mon esprit? C'est que en gros, il faut à minima malgré tout 3 mois parce que c'est vrai que le temps de rassembler, constituer, délibérer, on va dire 3 mois chrono en main, c'est jouable. On pourrait même imaginer, si vous êtes sur les starting blocks, le faire beaucoup plus rapidement. Mais je veux dire de manière raisonnable, on va dire 3 mois, voire même pour certains, il y a un dossier que je suis sur lequel on y est un peu plus depuis plus d'1 an parce que ça a été vraiment un dossier qu'il a fallu structurer, installer, investir, réfléchir à de la stratégie. Et là, en fait, c'est vrai que ça peut durer jusqu'à 12 mois. Donc là, maintenant, après, charge à vous en fonction justement de la qualité on va dire, des différents documents que vous allez pouvoir présenter
et de l'avancée de votre territoire. Ça veut dire que vous pouvez quand même malgré tout aller assez vite, mais ça veut dire qu'il faut quand même dédier vraiment une personne qui va, on va dire, rédiger, écrire et constituer tous ces éléments de manière assez rapide. Point essentiel aussi, ça paraît peu, mais c'est vrai que nous, on a sur on va dire une dizaine de territoires qu'on a accompagnés, il y a eu deux points quand même assez délicats sur des hébergements où on a dû demander à certains hébergeurs, notamment assez gros, de se classer d'une part, soit de se mettre à jour par rapport en fait au renouvellement, parce qu'en fait, comme la loi Novelli date de 2011, certains arrivent à renouvellement et à la date du dépôt, ils peuvent avoir changé de classement ou ne pas avoir renouvelé, ou voire même certaines résidences de tourisme peuvent être arrivées à terme de 9 années d'exploitation. Donc en fait, il faut quand même vous vérifier que c'est bien à jour au niveau donc, du site d'Atout France, voire même les questionner, et voire même pour certains les inciter soit à se classer en étoile, voire même en fait à faire un label. On sait que par exemple clé verte ou un label un petit peu plus simple peut en fait venir enrichir en fait le ratio des 70 ou 40%. Moi, c'est que je suis un petit peu plus exigeant en me disant il vaut mieux quand même avoir, vu que c'est une démarche de l'État, d'avoir justement des étoiles qui là correspondent à une démarche d'État. Chaque fois en fait que dans le dossier, vous allez pouvoir démontrer que vous êtes dans le sens des démarches de l'État, notamment l'optimisation de la taxe de séjour. Ça on sent que l'État est sensible à ce point-là. Valoriser par exemple des labels d'État dans la gastronomie. Par exemple, le, c'est le fait maison, par exemple, c'est quelques labels qui seront des labels d'État, tourisme handicap aussi bien entendu. Ça faites-le parce que ça démontre justement que vous êtes dans la dynamique qu'attend aujourd'hui l'État sur ces territoires. Et donc, ça serait les hébergeurs, mais pas que, hein, ça peut être aussi des fois des conventions à renouveler. J'ai par exemple un exemple où sur une commune, c'est le département qui gère, par exemple, à travers le PITESI, en fait, les sentiers et les chemins de randonnée. Bon, pareil, on a eu à faire améliorer parfois les documents ou en tout cas le nombre de sentiers accessibles sur le territoire pour enrichir encore le document. Après, le plus compliqué aussi pour gagner du temps, c'est aussi en fait de réfléchir à une manière de collecter. C'est que vous avez tout intérêt en amont, d'une part de dire le référent va centraliser tous les documents, voire même vous allez sauvegarder toutes ces pièces parce que c'est quand même un document très riche. Vous allez même créer une charte graphique justement pour dès lors que vous allez créer des pièces, qu'elles aient toute une forme d'harmonie. Et là, on est vraiment dans cette notion d'excellence. Créer des cartographies, il ne faut pas aller trop loin non plus, faire des cartographies trop lourdes comme celle d'un PLU qui vont être très longues à télécharger. Mais en tout cas, voilà, enrichissez vos dossiers, vos documents par de la cartographie, par de l'iconographie, par des jolies photos. Encore une fois, profitez aussi de l'été parce que vous allez avoir, par exemple, si vous avez des plages ou si vous avez des équipements qui ne sont ouverts qu'en été, profitez-en pour en faire des photos et pour enrichir justement votre dossier de candidature que vous allez peut-être déposer qu'en septembre-octobre, mais au moins vous aurez des illustrations en pleine activité. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. La question, quelle liste d'hébergement doit-on prendre en compte pour parvenir au pourcentage? Oui, c'est une bonne question. C'est un point d'ailleurs litigieux. Normalement, par exemple, je pense aux meublés qui sont des points un peu plus complexes, mais normalement les meublés, ce sont les meublés déclarés en mairie parce que c'est une obligation. Parfois, on a eu quelques latitudes parce que vous allez voir qu'il y a des fois, vous avez 100 meublés qui sont partenaires de l'Office du tourisme et quand vous regardez le nombre de meublés déclarés en mairie, vous n'en avez que 10. Donc vous avez tout intérêt, si vous voulez aussi, à faire en sorte parfois de valoriser ceux qui sont partenaires de l'office de tourisme, mais qui du coup contribuent à la taxe de séjour. Mais normalement, officiellement, c'est ceux qui sont classés et qui sont référencés en mairie, parce que là aussi, on est dans du droit et dans de la procédure d'État, et c'est que l'État est sensible à ce point-là. Donc, vous avez aussi tout intérêt pendant la période en fait d'instruction en fait, à enrichir et à demander pourquoi pas, ça on l'a fait sur certaines communes et je sais qu'elles le font assez souvent, de faire des lettres de relance, des invitations avec certains hébergeurs, notamment des meublés qui ne seraient pas encore référencés. Juste un petit complément par rapport à cette question. Depuis
la dernière loi de finances de 2015, il est obligatoire de prendre un arrêté avec le détail des hébergements pour la perception de la taxe de séjour. Donc un arrêté avec les hébergements par catégorie et à quel critère de la taxe de séjour ils répondent. Donc techniquement, à partir de 2017, on pourra se servir de ces arrêtés justement pour justifier de cette liste et de la capacité et du pourcentage d'hébergement pour le dossier de station. Ouais, et donc effectivement, d'où l'intérêt justement de travailler vraiment en amont avec notamment les hébergeurs pour juste enrichir ce point-là. Dernier élément qui sera presque le plus facile, mais c'est notamment de constituer le dossier. Donc c'est vraiment parfois vous allez avoir trop de pièces, il faut rendre le dossier donc facilement en fait lisible, ne pas surcharger les pièces annexes. Je pense qu'il faut aussi arriver à trier. Des fois vous allez avoir une délibération, parfois vous allez avoir aussi un dossier technique. Il faut voir quel est le document le plus, on va dire, précis et le plus judicieux. Et puis après, les classer, c'est que souvent ce qu'on préconise, c'est de reprendre les 10 chapitres en fait du référentiel et de les classer par en fait chapitre 1, chapitre 2, avec également une chronologie pour que ça permette en réalité à l'instructeur de pouvoir en fait dérouler lui aussi son document. En gros, la morale en fait de l'histoire, c'est qu'à travers votre dossier de candidature, c'est vraiment de faciliter le travail de l'instructeur. C'est qu'à la fois il ait le plaisir à le lire, qu'il ait beaucoup de facilité en fait on va dire, à trouver les pièces justificatives, voire même en fait que les pièces justificatives soient également écrites. C'est qu'en gros, vous allez faire référence, par exemple, à une DSP, à un AOT sur l'accès de certains équipements à différents prestataires, d'y faire référence. Qui c'est qui gère, par exemple, la signalétique, depuis quand donc est mis en place le contrat et jusqu'à quand. Et ça, si vous voulez, si dans la note de synthèse vous intégrez ces éléments, en fait, ça sera beaucoup plus fluide pour lui pour le lire et il n'aura plus qu'à cliquer en fait sur les pièces à lire. Nous, ce qu'on fait, après, c'est quand même un travail un petit peu lourd, mais c'est parfois aussi, c'est de mettre des liens hypertextes sur les pièces clés pour qu'en fait la personne, au fur et à mesure qu'elle le lit, en fait, puisse cliquer et avoir accès directement à la preuve si elle le souhaite. Donc ça, c'est à mon sens des éléments qui vont vraiment faciliter la lecture et du coup rendre plus rapide votre instruction. Et à la fin, il faut aussi voilà, que tout le monde soit d'accord, faire valider en fait les pièces si c'est quelqu'un qui est voilà, une personne un petit peu externe qui est mandatée sur ce dossier, au niveau du service de la DGS par exemple, ou de l'Office du tourisme, qui en fait il vous fasse bien valider les pièces, et après qu'il y ait une signature donc, du maire pour faire partir le dossier. Et du coup, voilà, la boucle est bouclée. Et surtout, c'est ça, cette notion de projet, c'est qu'on part sur 12 ans et on a donc tout intérêt à se dire qu'on ne s'arrête pas là et que pendant 10 ans, on va avoir en fait cette notion vraiment de stratégie. C'est qu'à la fois vraiment en amont, j'ai peut-être oublié cette diapo, mais on facilite le travail de l'instructeur, c'est ce que je disais, excusez-moi. Donc des arguments, la plus-value du territoire, c'est qu'en gros aussi ne pas tomber dans le travers de faire un document qui serait plutôt un document pour partir en vacances. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans ce travers-là. C'est quand même un document technique. Ce notion de détail, comme je l'évoquais, et avoir double lecture, document juridique et document d'illustration. Et notamment, c'est ça, c'est qu'on part sur 12 ans, c'est que présenter aussi la politique, donc dans la conclusion, et en fait, les grands chantiers que vous allez pouvoir valoriser donc dans les prochaines années. Et c'est vrai que voilà, cette notion de projet, à mon sens, profitez-en aussi, parce que bien souvent, on sait que le tourisme, c'est parfois le parent pauvre de certains territoires, alors qu'on sait qu'il représente beaucoup de l'attractivité, de l'économie, de l'enjeu. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde n'en est pas forcément conscient, ou très souvent, voilà, on regarde le tourisme comme un secteur qui n'est pas forcément encore une industrie, alors que ça l'est. Profitez pour certains, c'est que justement, ce dossier de classement va vous permettre voilà, de remettre un petit peu le tourisme comme un élément incontournable de territoire. Il va permettre de mobiliser les élus, vos collègues et les différents acteurs. C'est qu'en gros, c'est aussi l'occasion de reprendre attache auprès de partenaires économiques du territoire ou des institutions pour dire voilà, allez, on y va tous ensemble. Regardez, on repart. Aidez-nous à bâtir le dossier et voire même à repartir sur 12 années
d'enrichissement, parce que dans 12 ans, la démarche de projet, de progrès, et de projet et de progrès, c'est qu'en gros, dans 12 ans, vous justifiez de beaucoup plus encore d'actions, et donc d'actions qui auront été menées pendant ces 12 dernières prochaines années, en fait. Il ne faut pas s'arrêter à ce point-là. Et aussi de se dire que vous allez devoir justifier, faire un bilan des actions touristiques. Moi, j'ai eu quelques communes où on était un petit peu en difficulté pour trouver certains investissements lourds sur la valorisation du patrimoine, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour vous un moyen de dire, tiens, autour de ces 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait réellement pour le tourisme? Et du coup, est-ce que dans les 12 prochaines années, est-ce que je vais augmenter la cadence? Et sur quel champ de manière prioritaire, si vous positionnez sur 2 ou 3 thématiques, de faire en sorte que les projets des 12 prochaines années, et en tout cas dans les 5 ans à court terme, concernent justement peut-être plus la culture, la gastronomie, ou en tout cas des éléments en lien avec la thématique. Et quelque part aussi, c'est d'arriver sur la conclusion à définir sa stratégie et de le rédiger, et que ce soit aussi peut-être un engagement. Alors c'est que vous le faites souvent avec les conventions, avec l'office de tourisme, mais que quelque part là aussi, c'est de voilà de travailler, de faire dans le comité de pilotage, de valoriser tous ces éléments-là. Et puis aussi, bien sûr, c'est d'affirmer la spécificité, et notamment sur la loi NOTRe. C'est vrai qu'aujourd'hui, la loi NOTRe, c'est sur 12 ans, et ça veut dire aussi que sur la richesse de votre dossier, sur notamment le nombre par exemple, le taux de classement des hébergements et tout, c'est peut-être aussi dans les années à venir, pourquoi pas une clé de répartition sur, on va dire, l'économie et le partage en fait du modèle économique de la gouvernance du territoire. Donc, faites un dossier voilà, très riche parce qu'en fait, vous partez quand même aussi sur 12 ans. C'est quand même aussi un dossier d'État. Donc, soyez conscient aussi de ce point-là. Ça peut être. On va, voilà, l'occasion de revenir sur le calendrier en particulier lié à la loi NOTRe. Tout à la fin, je vous ai mis le contact donc à la directe Aquitaine Limousin Poitou-Charentes qui s'appelle Yann Lindrec et avec qui on a été en contact justement pour savoir au niveau du calendrier comment ça se passait. Donc lui, son point de vue, c'était que évidemment le préfet ferait preuve de souplesse au vu de la loi NOTRe et donc il conseillait de déposer le dossier donc avant le 31 décembre 2016 avec ou sans l'office de tourisme puisqu'il risque d'être modifié et donc de perdre son classement au passage à l'intercommunalité et ensuite d'apporter au plus vite dans les premiers mois de l'année 2017, une fois le nouvel office de tourisme configuré, les éléments de preuve et d'engager les nouvelles procédures de classement en fait. Voilà, donc il y a une souplesse qui va être évidemment obligatoire de la part des directs et du ministère du Tourisme, mais évidemment il faut que le dossier soit bien argumenté et présenter les modifications à venir des EPCI et des offices de tourisme dans ce dossier. Voilà, donc le contact est donné et peut-être que qu'il est important de le contacter en direct sur cette question de calendrier, puisqu'évidemment c'est du cas par cas selon les différents cas de figure. Voilà, juste un petit point sur le fait que la loi NOTRe et ce reclassement en station, c'est aussi l'occasion de penser des nouveaux modèles de territoire. Donc le fait qu'on change d'échelle, c'est pas forcément une transition d'échelle, ce qui était fait à l'échelle de la commune passe à l'intercommunalité, mais c'est vraiment l'occasion de repenser le mode projet, comme l'expliquait David tout à l'heure, et c'est sûrement sur les territoires avec des stations justement où il y avait toute cette logique d'animation, cette compétence animation dont on ne sait plus trop quoi faire avec la loi NOTRe, si elle reste au niveau communal ou si elle remonte à l'intercommunalité. C'est sur ces stations-là qu'on inventera des modèles un petit peu innovants et riches de la nouvelle organisation touristique des territoires. Donc on va passer, on va finir sur les questions puisqu'on a débordé déjà un petit peu le planning. Donc au niveau des ressources et contacts, le site de la DGE qui est rappelé ici, sur le site de la MOPA,
On a un paragraphe dans la boîte à outils loi NOTRe sur les stations classées, la foire aux questions, plus toutes les réponses aux questions qui ont été posées aujourd'hui qui seront mises en ligne et accessibles, et le contact de l'interlocuteur à la directe Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine maintenant, qui est en charge du dossier d'instruction. Pardon. Ensuite, il faut aussi se rapprocher de la préfecture de département, puisque c'est elle qui fait la première partie. Voilà, au niveau des questions-réponses, je regarde auxquelles nous n'avons pas répondu. Est-ce que pour le calendrier, c'est bon? S'il n'y a pas de mouvement lié à la loi NOTRe, le l'office de tourisme doit impérativement être classé catégorie 1 et non pas en cours d'instruction. David, on est bien d'accord, puisque dans le dossier de classement, on a besoin de l'arrêté de classement de l'office de tourisme. Oui, c'est ça. Pour l'instant, en fait, il faut bien qu'il y ait l'arrêté de classement qui soit posé dessus. Après, il est certain que peut-être avec l'approche du calendrier, il y aura peut-être une souplesse à moyen terme, mais il vaut mieux rester, on va dire, concentré et déposer. En tout cas, c'est la norme aujourd'hui. Il faut avoir à tout prix l'arrêté de classement catégorie 1. Donc oui, effectivement, il faut que ce soit dans le dossier. Euh, les communes, quel intérêt? Euh, Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si on a oublié des questions, merci de nous le signaler. Euh, Sinon, je précise donc qu'on mettra en ligne toutes les questions ainsi que la vidéo du web séminaire et le PowerPoint ressources. Donc, on vous enverra un mail d'ici peu pour vous indiquer que tout est en ligne avec les liens référents. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser des questions si vous en avez toujours. Il y a un formulaire qui est disponible sur le site de la MOPA pour poser les questions sur la loi NOTRe ou nous contacter en direct. Donc vous avez mon mail en bas, celui de David Coste, et puis Jean-Luc qui est aussi disponible à ce sujet. Voilà. Mais merci beaucoup, bonne saison, bon courage pour ce dossier en tout cas. Et c'est un dossier très intéressant à réaliser. Merci à tous et à très bientôt. Bonne saison.